Bonjour à tous, cette vidéo sera un complément de TD pour les index et les transactions et en même temps une petite révision pour préparer l'examen. Donc on va traiter l'ancien examen de base de données. Donc on va pas s'intéresser à la partie SQL. Je vais aller directement à la partie transaction. Donc voici l'exercice transaction. On vous donne trois transactions T1, T2, T3 qui se présentent comme suit. Alors la première, elle prend le granule A et D et elle annule les deux. La deuxième, elle prend B et elle ajoute 10. La troisième, elle prend A et C. Elle va vider C et mettre la somme de C à l'intérieur de A. Elle va ajouter C à A. On vous donne deux ordonnancements O1 et O2 à partir des trois transactions. Ça sera un mélange des trois transactions. Donc c'est parallèle. On voit bien qu'il y a un mélange entre T1, T2 et T3. C'est pas séquentiel. La première chose à faire, c'est de donner l'ensemble des solutions correctes possibles pour A, B, C et D égale à 10. On vous donne les valeurs initiales pour les granules et dire quelles sont les solutions correctes possibles. Comme je vous ai expliqué avant, donner les solutions correctes possibles, ça veut dire donner les solutions qui seront produites si on fait une exécution série. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir toutes les exécutions série possibles et avoir les sorties de A, B, C, D de chacun. Donc ici, j'ai pris une capture d'une feuille d'examen de quelques solutions des étudiants pour vous montrer directement ce qu'ils ont fait. Alors, pour répondre à cette question, il faut ressortir, on a dit, toutes les exécutions série possibles. Du moment qu'on a trois transactions, on va avoir 3 factoriels exécutions série possibles. T1 suivi de T2 suivi de T3, T1 suivi de T3 suivi de T2, etc. On va faire toutes les combinaisons possibles, toutes les permutations possibles, et on va dérouler pour A, B, C, D, et on va voir quels seront les changements possibles. Par exemple, pour la première, si on démarre de A, B, C, D égale à 10, quand on exécute T1, on va avoir, donc on va vous rappeler ce que font T1, T2, T3. Donc T1, elle touche uniquement A et D, elle va annuler les deux. Ce qui va se passer, c'est que elle va toucher A et D, elle va mettre 0 à la place. Pareil, ici. Donc T2 viendra par la suite. Qu'est-ce qu'elle fait T2? Elle touche seulement B, elle va ajouter un 10. On va rajouter un 10 à B, on passe de 10 à 20. Et enfin vient T3. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toucher A et C. Elle va vider C et mettre son contenu en addition à A. Donc elle va vider C et mettre le 10 qu'il y avait là à la nouvelle valeur de A. Il y avait un 0, ça devient un 10. Voilà première solution correcte possible pour la première exécution série. On fait la même chose pour T1, T3, T2 et la suite. Regarde. Et à chaque fois, on sort l'ensemble de solutions correctes possibles. Et ça, l'ensemble des 4 valeurs formera les solutions correctes pour A, B, C, D égale à 10. Deuxième question, on vous dit, l'ordonnancement O1 est-il sérialisable pour les valeurs initiales? Est-il, correct et non pas sérialisable pour A, B, C, D égale à 10. Donc à partir des solutions correctes récupérées, on va dire s'il est correct, est-ce que O1 est correct pour les valeurs A, B, C, D égale à 10. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler l'ordonnancement O1 en démarrant de 10 pour tous les granules. Donc vous pouvez voir ce qu'a fait l'étudiant ici. Donc le A à l'intérieur de la transaction 1, donc il a mis un A avec un petit 1 à l'intérieur.
Donc il démarre de 10. Il va devenir 0 parce que T1, on a dit, elle annule le contenu de A. Pareil, donc il va dérouler B à l'intérieur de la transaction 2, etc. Donc on va voir le contenu de la mémoire pour chaque transaction, pour chaque granule, et on va dérouler jusqu'à la fin, jusqu'à sortir avec les valeurs finales. Donc les dernières valeurs, c'est les derniers W. Donc le dernier W pour C, c'est celui-là. Pour A, c'est celui-là. Pour B, pour D, il est là. Et pour B, c'est celui-là. Donc les solutions récupérées, les valeurs récupérées, c'est A égale à 10, B égale à 20, C égale 0 et D égale 0. Ça appartient effectivement à l'ensemble des valeurs correctes. Donc conclusion. L'ordonnancement, il est correct pour ces valeurs-là. Maintenant, est-ce qu'il est sérialisable? Est-ce qu'il suffit d'avoir des valeurs correctes pour déduire qu'il est sérialisable? On a dit dans le cours, il faut qu'il soit correct pour toutes les valeurs initiales et non pas une seule valeur. Si on démarre de 10, ça ne veut pas dire que toutes les autres valeurs seront correctes également. Donc pour prouver qu'il est sérialisable, on va passer à la méthode de permutation. Ce qu'a utilisé l'étudiant en tout cas. Donc on peut utiliser la permutation, on peut utiliser les graphes de précédence, on peut utiliser la précédence entre les lectures et écritures. Tout ça, vous pouvez le voir dans le cours ou plus tard, en master par exemple. Mais nous, on va se focaliser à la méthode de permutation. Comment on fait les permutations? On a dit, on peut permuter deux opérations si elles sont des lectures ou écritures sur deux granules différents. D'accord? Quand c'est des opérations conflictuelles, on n'a pas le droit de permuter. Si c'est un read avec un write, ou un write avec un write, sur le même granule, on n'a pas le droit de permuter. Bien sûr, on ne peut pas permuter quand il s'agit de la même transaction non plus. Il ne faut pas toucher l'ordre interne. Alors, regardez ce qu'a fait l'étudiant. Donc, il a pris O1. Et là, il commence à pousser les opérations de la transaction T1 vers la gauche. Donc là, il va permuter W1 et R3 de A. C'est permutable parce qu'il ne s'agit pas du même granule. Donc il permute, il va tomber dans un ordonnancement équivalent qui est celui-là. Après cette permutation, on peut constater que le T3, là, il est isolé. On a toutes les opérations de T3 ici. Il reste le parallélisme entre T1 et T2. Donc là, il faudra sortir T2 à part. Donc on peut choisir de pousser les T2 à l'extrême gauche ou alors à l'extrême droite. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, il a choisi de mettre de pousser plutôt R1 de D et W1 de D vers la gauche parce que c'est permutable. On commence par R1 de D, oui, c'est permutable. C'est le seul à utiliser le D, donc il peut reculer jusqu'à cette position. La même chose pour W1 de D. À la fin, on va se retrouver avec T1 isolé, T2 et enfin T3. C'est un ordonnancement équivalent c'est un ordonnancement série qui est équivalent à l'ordonnancement O1. Donc O1 est sérialisable effectivement. Pour la suite, on vous demande d'appliquer l'algorithme de verrouillage à deux phases sur O2 et non pas O1, le deuxième ordonnancement. Alors, donc le verrouillage à deux phases, on l'a expliqué avant. Donc c'est simple, on utilise le nouveau protocole, on met un X sur A parce que c'est une lecture suivie d'écriture. Ensuite, le T3 demande un A, il ne l'obtient pas parce qu'il est déjà verrouillé, il se met en attente, on continue, on avance. On termine T2, mais on ne fait rien, on va attendre que le D
que la T1 se termine, justement, parce que T3 était en attente de T1 et non pas de T2. Regardez, même si T2 s'est terminé ici, on n'a pas relancé T3 parce qu'elle était en attente de T1. On va attendre jusque là pour récupérer le X sur A et on continue jusqu'à la fin. On vous demande à la fin d'appliquer l'estampillage à 2 estampilles sur O2. Alors, je vais vous expliquer l'algorithme d'estampillage encore une fois. Alors, ce qu'on fait habituellement dans l'estampillage, on va lister l'ensemble des opérations de mon ordonnancement jusque là. Donc, mon ordonnancement, il démarre ici, il s'arrête là. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi on a rajouté ces lignes-là. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par lister les estampilles de chaque variable. La variable A, elle aura 2 estampilles, écriture et lecture. La variable B, elle aura 2 pareils. C, pareil. Et D, pareil. Donc, on aura 4 fois 2, donc 8 estampilles. Initialisées toutes à 0 au départ. Quand on lance l'estampillage, on démarre de 0 pour toutes les variables. Et surtout, n'oubliez pas d'initialiser les estampilles des transactions. Donc E de T, c'est l'estampille des transactions. R1 de A, c'est la première transaction à se lancer. On lui donne l'estampille 1. R3 de A, c'est la transaction 3. On lui donne l'estampille 2. C'est la deuxième à s'exécuter. W1 de A, c'est la transaction transaction 1. Donc, on a dit transaction 1, c'est la première. La transaction 3, c'est la deuxième. Et la transaction 2, c'est la troisième. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Si jamais les années à venir, vous allez trouver, pour la première transaction, elle s'appelle T1. Vous allez trouver 1. La deuxième, elle s'appelle T3, R3. Et vous trouverez un 3. C'est pas faux, parce qu'il y a des gens qui utilisent ce protocole. Ils disent que si elle s'appelle T3, c'est qu'elle est troisième. Peu importe l'ordre à l'intérieur de l'ordonnancement. Moi, ce que j'utilise cette année-là, c'est l'ordre d'arrivée des transactions dans l'ordonnancement. Je dis que T1, c'est la première, alors je vais mettre un 1. T3, c'est la deuxième à arriver dans l'ordonnancement, à démarrer, donc je lui donne un 2. Alors, ne soyez pas choqués de trouver plus tard certains qui utilisent plutôt 1 pour T1, ici R3, ils mettront un 3 et non pas un 2. Parce que pour eux, ils considèrent que le nom de la transaction, il vient de son ordre. Donc, elle s'appelle T3 parce qu'elle est troisième. D'accord? Donc, ça, c'est pas faux, ça, c'est une autre méthode. Je vous dis que ça existe, mais c'est pas ce que j'utilise cette année. D'accord? Alors, on a dit, on choisit 1 pour la première, 2 pour T3 et 3 pour T2. Voilà, donc là où vous trouverez l'indice 2, vous mettrez l'estampille égale à 3. Pareil, pour l'indice 1, vous mettrez l'estampille égale à 1, etc. On va démarrer. Donc, on s'est dit, il y a une lecture. Une lecture sur A, donc on est sur les 2 colonnes ici. On oublie le reste. Les 2 colonnes ici, on a dit que quand on a une lecture, on regarde la dernière qui a écrit. Donc, l'estampille d'écriture. On a une lecture, on regarde le E, et non pas le L. Alors, est-ce que le 1 est inférieur ou égal à 0 ou est supérieur, pardon, ou égal à 0? Oui. Donc, elle est plus jeune. Qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas à jour ici, attention, on met à jour là. On met à jour l'estampille de lecture parce qu'on a fait une lecture. Quand on veut faire une lecture, on regarde le dernier qui a écrit, mais on met à jour la lecture. D'accord? On met un 1 ici. Revenez à l'algorithme. Le reste ne bouge pas. On a maintenant une autre lecture. Par T3 sur A. On est toujours sur les 2 colonnes de A. C'est une lecture. On regarde le dernier qui a écrit. C'est toujours 0. Qu'est-ce qu'on fait? On compare le 2 avec le 0. Donc, 2 c'est supérieur ou égal à 0. On met à jour
on met 2. 2, c'est le maximum entre le 2 et le 1. Ça va être le 2. Donc le dernier qui a écrit, c'est non pas la T. Le dernier qui a écrit, c'est la T3 et non pas la T1. Vient ensuite le W1 de A. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une écriture sur A. Est-ce que le 1 est supérieur ou égal au 2? Quand on fait l'écriture, on compare les deux estampilles. Elles sont à 0 et à 2. Est-ce que le 1 est supérieur ou égal à 0 et supérieur ou égal à 2? C'est pas le cas. Ici, donc là, c'est plus jeune que la nouvelle transaction. Qu'est-ce qu'on fait? On va tuer T1 et la relancer par la suite, à la fin de l'ordonnancement. Regardez, là, il a rejeté T1. On arrête. Donc, dès qu'on trouve une opération qui appartient à T1, on saute. Regardez, R1 de D, on l'a sauté. W1 de D, pareil. Donc, on rejette toutes les opérations de T1. Et on va la laisser, on va la reproduire depuis le début. Regardez, on a déjà effectué un R1 de A qui appartient à T1. Mais là, on va l'ignorer. On va dire comme s'il n'a pas été exécuté. On va reprendre depuis le début. Regardez ici. On a repris R1 de A, W1 de A, etc. Toute la transaction, elle a été relancée. Regardez. D'accord? Avec une nouvelle estampille. Parce qu'on s'est arrêté à l'estampille 3, la plus grande. Donc on va démarrer avec une estampille qui est supérieure à la dernière. Ça va être le 4. Donc on revient ici, on s'est arrêté là. Le reste va continuer comme si de rien n'était. La T2, elle va continuer. Donc R2 de B, on est sur les deux colonnes ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est une lecture, on compare avec la dernière écriture. Le 3 et le 0, c'est bon. On peut faire la lecture. On l'a fait. Le W2 de B, on compare 3 avec les deux anciennes valeurs. Ça passe, donc on met à jour l'écriture. Parce qu'on a fait une écriture. On met à jour 3 et 3. La T1, on passe, on ignore. Vient ensuite R3 de C. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est un C. On va toucher les deux colonnes ici. Est-ce que le 2 est supérieur ou égal à 0 et à 0? Non, à 0 seulement. À l'écriture. Oui, c'est le cas. Donc, on met à jour la lecture de C. On met 2. Vient ensuite une écriture sur A. On revient à cette colonne-là. Alors, le 2 est supérieur ou égal à ces deux valeurs. Donc, OK, on met à jour le 2, l'estampille d'écriture. Le reste ne bouge pas. Une écriture sur C enfin, c'est celui-là. L'écriture sur C, on est là. On met à jour parce que ça passe. Le 2 supérieur ou égal à 0 et supérieur ou égal à 2. On met à jour et c'est bon. On a terminé au 2, mais il faudra relancer ce qui a été tué. On va relancer T1 depuis le début avec une nouvelle estampille. R1 de A, donc ça touche le A, on est là. Alors le 4 est supérieur ou égal à 2, oui. Donc on met à jour la lecture. On met 4. Ensuite un W. On compare les deux. Ça passe. On met à jour l'écriture. Pareil pour D. Les deux dernières colonnes. On met à jour les valeurs. Et puis voilà. Une autre remarque. Si on a tué plusieurs transactions, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la première transaction qui a été tuée. La première, par exemple, on a tué T1 et T3. On commence par relancer T1. Quand on la termine, on relance T3 avec l'estampille 5. D'accord? Voilà. Donc, il faut terminer. Là, on s'est arrêté dans les estampilles. Il ne faut pas remettre les estampilles à 0. D'accord? Voilà. Donc, c'était tout pour les transactions. Voici une autre solution pour pas une autre solution, c'est exactement la même. C'est une autre copie seulement. Pour l'estampillage, là il a cité l'algorithme. Vous n'êtes pas obligé de me donner l'algorithme dans l'examen. Là il a déroulé, pareil. Donc il a décidé de tuer T1 parce que justement elle ne vérifie pas la condition.
il a relancé avec l'estampille égale à 4. Voilà. Passons maintenant à la question sur l'index. Donc dans l'examen, j'ai posé une question sur l'index. J'ai dit insérer progressivement et dans l'ordre les valeurs 4, 2, 6, etc. de l'attribut numCL, numéro de client, dans l'arbre B+. Alors pour simplifier, on a juste représenté la clé dans l'index. On n'a pas mis tout le tuple. Je vous ai mis 4, 2, etc. Mais en réalité, c'est pas 4, c'est tout un tuple. Donc en réalité, c'est 4, Mohamed, etc. L'année, tous les attributs. Mais pour simplifier, j'ai pas mis les autres attributs, j'ai mis juste la clé que l'on souhaite insérer. D'accord? L'ordre de l'index, alors c'est très important, il faut avoir l'ordre. Ah oui, l'ordre est égal à 3. Et ensuite, on vous demande de supprimer les valeurs à partir de l'arbre final créé. Donc voilà, à partir de l'arbre vide, on vous dit d'insérer progressivement. Donc l'arbre il était vide. Un premier bloc pour créer les 3 premières valeurs. Quand on insère la quatrième, qui est le 3, il va falloir éclater. Donc je vous ai déjà montré l'algorithme d'insertion et de suppression dans l'arbre. Quand on est en train d'insérer, il faudra éclater à chaque fois que le nombre dépasse le D. Et quand on est en train de supprimer, il faudra fusionner les index et les feuilles si jamais on ne vérifie pas la règle du D sur 2. Donc là, on a dépassé, on a éclaté. Quand on éclate, il y aura 2 et 3 ici, 4 et 6 là. Forcément, la clé, c'est le 4. Voilà. Celui-là n'a pas besoin de clé parce que c'est la valeur inférieure. On insère le 10, il y a de la place. On insère le 21, il n'y a plus de place. Il faudra encore éclater. Il faudra, non, pas éclater, pardon. On va éclater la feuille. Oui, effectivement, on va éclater la feuille. Et on va avoir une nouvelle clé. Il y a de la place pour cette nouvelle clé. La clé, c'est le 10. On insère le 9 maintenant. Il y a de la place pour le 9. Il est là. 4, 6, 9 dans l'ordre. Le 5 maintenant. Le 5 doit s'insérer après le 4, mais il n'y a plus de place. Donc on va avoir 4, 5, 6, 9. Pour cela, on aura la clé 4, 6 et 10. 4, 6 et 10, c'est trop. On ne peut pas les mettre. On va devoir éclater l'index. Et la valeur du milieu, elle va remonter. On passe à 28 et 8, je crois. Oui. Et on va finir par avoir l'arbre suivant. Alors, on va finir par avoir cet arbre-là. Donc, c'est l'arbre final. Je vous laisse faire le déroulement par vous-même. Alors, une remarque. Si jamais votre dé, il est pair, là, le dé, il est impair. Le dé est égal à 3. Si jamais le dé était égal à 4, mais mon dé était pair et non pas impair. Mon dé, il est pair, donc je vais devoir éclater quand j'arrive à la valeur, quand je dépasse 3 clés et non pas 2. Par exemple 4, 10, et je vais avoir un 30 ici. Donc si j'ai un 30, pour un D égal à 4, ça passe, je n'ai pas éclaté. Mais quand j'ai 3 valeurs, j'ai déjà 4, 10 et 30, et je vais devoir insérer encore 20 au milieu, entre le 10 et le 30. Là, je vais devoir éclater. Mais à quel point j'éclate? Parce que j'ai 4 valeurs. Je vais éclater, il y a une valeur qui va remonter. Laquelle qui va remonter? Imaginez, j'ai 4, 10 et 20, 30. Qu'est-ce qui va remonter? Qu'est-ce qui va être à gauche, à droite et qu'est-ce qui va être en haut? Alors, dans les ouvrages, on vous dit de prendre le maximum dans la partie à gauche. Donc, je vais avoir le D sur 2 arrondi au supérieur, ou plus 1, pardon, plus 1 dans la partie gauche et le reste à droite. C'est-à-dire que je vais avoir 4, 10 ici
30 à droite et le 20 va remonter. Donc les deux valeurs, je les garde ici, une valeur à droite et l'autre valeur va remonter. D'accord? Parce que j'ai le choix entre mettre 4 seul ici, remonter 10 et mettre 20 et 30 à droite. D'accord? Donc quand j'ai le D, il est pair, qu'est-ce qui se passe? Je prends la valeur D sur 2 plus 1 à gauche et le reste à droite et la valeur du milieu va remonter. D'accord? Alors n'oubliez pas ça, quand votre D il est pair, vous mettez la valeur supérieure à gauche parce que la priorité elle est toujours à gauche dans la construction de l'index. Vous l'aurez remarqué probablement quand vous faites la suppression par exemple. Donc la valeur supérieure se met à gauche, la valeur restante à droite et la valeur du milieu remonte. D'accord? Donc ça, si jamais votre D il est pair. Si mon D était égal à 4, je vais avoir 4, 10 à gauche, 30 à droite et 20 va remonter. C'est bon? Je passe maintenant à la suppression. Pour la suppression, c'est la même règle. Donc là, elle a donné directement l'arbre final après suppression. Donc elle a supprimé... non, c'est pas l'arbre final. Elle a supprimé le 4 ici. Quand on supprime le 4, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester juste le 5 ici. Ça ne vérifie pas le D sur 2. Il ne peut pas rester tout seul. Le 1 est inférieur à 2. Donc on n'a pas le droit de garder le 5 seul. Il doit voir la sœur de gauche. Et non pas la cousine de gauche. Hein. Regardez, ces deux-là sont cousines. Elles ne sont pas sœurs. On va regarder sa sœur de gauche. S'il n'a pas une sœur à gauche, on regarde une sœur à droite. Je vous rappelle que la priorité, elle est à gauche dans les index. Celui-là, il a de la chance, il a une sœur à gauche. Donc, il va fusionner avec elle. Donc, le 5, il vient ici. Et là, il va tomber dans le problème de D dépassé. Donc, 1, 2, 3, 5, c'est trop. Qu'est-ce qu'on fait? On redistribue les valeurs. Donc, 1, 2 ici, 3, 5 par là. Voilà. 1, 2 vient ici, 3, 5 par là. Et bien sûr, la clé, c'est plus le 4. Le 4, on l'a supprimé. La nouvelle clé, c'est le 3. N'oubliez pas ça. Dans la suppression, souvent, les étudiants oublient de mettre à jour la clé. On a enlevé le 4, on a redistribué les cartes. La nouvelle clé, c'est le 3. Et là, je vous rappelle, si le D, il est pair, la redistribution, comment ça se fait? On a dit la priorité à gauche. Donc, si jamais j'avais le D égal à 4, alors je vais avoir 1, 2, 3, 5. Bon, le 5, c'est pas grave parce qu'on a 4 valeurs, c'est pas grave. Mais si jamais j'ai eu 5 valeurs. 5 valeurs, je dépasse mon D égal à 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 3 valeurs à gauche, 2 valeurs à droite. Le 3 parce que le D sur 2 plus 1 à gauche. La priorité, elle est toujours à gauche. Ça, c'est dans le cas où mon D, il est pair. D'accord? Je rajoute le 1 à la partie gauche. Là, mon D, il est impair, donc il n'y a pas de problème. Je vais mettre 2 valeurs ici, 2 valeurs par là. La suite, alors, je supprime le 6. Le 6, il était où, le 6? Le 6, il était là, dans la partie gauche. C'était même la racine de l'arbre. Si je le supprime, donc je vais devoir laisser le 7 seul. Le 7 ne doit pas rester seul. Donc il n'a pas de sœur à gauche. On va regarder sa sœur de droite. Donc il va fusionner avec 8 et 9. Ça suffit. Donc on va mettre 7, 8, 9 dans la même feuille. Et surtout, n'oubliez pas de mettre à jour les clés de cet index-là. Donc j'ai 7, 8, 9 avec 10, 21, 22. Alors, je vais me retrouver avec une seule clé ici, le 10. J'ai pas besoin de plusieurs clés. Une seule clé suffit pour les deux feuilles. Et le 6 va disparaître et va être remplacé par le début de l'intervalle 7. Pareil pour supprimer le 5. La même chose. Le 5, il est là. On fusionne avec la sœur de gauche. Je vais avoir 1, 2 et 3.
le 3 va disparaître. Quand il va disparaître, on va brancher directement avec le nœud supérieur. On va finir avec 7 et 10 pour les 3 feuilles. D'accord? Parce qu'un seul bloc suffira pour couvrir les 3 feuilles. Il ne faut jamais mettre directement un branchement direct avec la racine, attention. Hein. Si jamais on branche 1, 2, 3 avec le 7, ici on va avoir la profondeur égale à 1, ici la profondeur égale à 2. L'arbre n'est pas équilibré. Il faut toujours redistribuer les index internes. Donc on va retrouver 3 feuilles. Pour couvrir les 3 feuilles, on aura besoin de la clé 7 et 10. La clé 7 et 10, ça se tient dans un seul bloc. La même chose pour enlever le 10. Enlever le 10 ici, on va se retrouver avec 21, 22 et ça suffit, ça ne changera pas. Le seul changement, attention, c'est la clé, c'était la clé 10. Maintenant, il faut mettre la clé 21 parce que le 10 a disparu. Voilà. Donc j'espère vous avoir expliqué suffisamment la partie index et la partie transaction. J'espère que ça vous suffira pour faire les exercices de la série. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par email.